Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je me présente, je suis Riori Mohamed. J'ai un master en physique de la matière et de rayonnement. Je vais essayer de vous expliquer la relativité générale dans le cadre mathématique, le cours de notre professeur Ahmed Al-Rahmani de laboratoire de physique de la matière et de rayonnement, faculté des sciences Oujda. Alors, premièrement, on va faire une introduction. Alors, en 1905, Albert Einstein a unifié les lois du mouvement de Newton et de l'électromagnétisme. Alors, il a posé deux postulats. Alors, la première, c'est que les lois de la physique sont les mêmes, ont la même forme dans tous les référentiels galiléens. Et le deuxième postulat, c'est que la vitesse de la lumière dans le vide, elle est la même, elle est constante dans tous les référentiels galiléens. Alors Albert Einstein a développé une théorie qui unifie la loi de gravitation de Newton et la relation et la relativité générale et la relativité restreinte. Alors selon Einstein, l'attraction gravitationnelle est due aux déformations de l'espace-temps, pas à la force d'attraction. Alors, la théorie d'Einstein décrit très bien les mouvements des planètes, surtout Mercure, et prédit les ondes gravitationnelles et la dilatation du temps. Alors, les quatre dimensions. Alors, la relativité opère la fusion de l'espace et de temps. Il faut quatre nombres pour déterminer un événement dans le continuum d'espace et de temps. Les trois positions spatiales, x1, x2, x3, qui signifie x, y, z. Ici, on est dans des coordonnées sphériques. On a le rayon r, θ et phi. Et on a la quatrième qu'on a ajouté, quatrième dimension, c'est x0 qui est c multiplié par t. Alors c c'est la célérité, la vitesse de la lumière, et t c'est le temps qui a mis la particule pour se déplacer ou bien pour se positionner x1, x2, x3. Alors au temps t, il est en x1, x2, x3, la particule qu'on étudie. Alors la structure mathématique correspond à ce continuum, à quatre dimensions, à des variétés. On appelle des variétés parce qu'elles sont variées. Il y a des espaces qui sont variés. On peut trouver un espace qui est plat, comme on peut trouver un espace qui est sous forme de cylindre. L'espace, c'est un espace, c'est une variété. C'est un espace à quatre dimensions. Ou bien une sphère, ou bien un tore. Alors la notion de variété, c'est un ensemble qui ressemble localement à R à la puissance n. Alors localement, on peut le voir comme un référentiel. Parfois, un référentiel qu'on connaît par exemple comme R2. Comme cette figure-là nous montre, il y a un espace de R2, on n'a que x, y. Si on a un plus petit morceau de cette variété-là. Alors on appelle ça, ce petit morceau, on l'appelle ouvert. On le note U. C'est un ouvert d'une variété E, qui est sous forme d'un tore ici. Alors on a une application, on a U qui appartient à E, et on a une application qu'on applique sur cette variété-là, cet ouvert-là, pardon. Alors cette application nous donne les coordonnées x0, x1, x2, x3. Alors c'est un espace à quatre dimensions qu'on connaît. Alors T, c'est le point où le voisinage, à son voisinage, on a ces quatre coordonnées-là. Alors on va expliquer ça plus tard.
Alors, on appelle Atlas cet ouvert-là, avec cette application phi. Alors, cette application phi, l'application, c'est elle qui va nous donner le, le, le produit scalaire, les distances, pour suivre la particule, pour donner des interprétations physiques. Alors, la courbe et vecteur, c'est une variété courbe. Alors, un vecteur est un concept géométrique élémentaire en physique, alors comme R3 qu'on connaît, mais là, on va ajouter une quatrième dimension. Alors là, on a un paramètre qui est lambda, paramètre qui nous montre, qui nous décrit la trajectoire de la courbe. Alors, si on a par exemple une particule qui se déplace, c'est une trajectoire courbe, alors on a un paramètre, par exemple un paramètre lambda. Si je prends un exemple que vous connaissez très bien, alors si on a par exemple un cercle comme ça, alors on a, pour décrire par exemple ce point-là, on a un angle, on l'appelle ici lambda, par exemple. Alors c'est le point P. Alors le paramètre pour connaître ce point P, alors comme vous connaissez, ce point P, il est défini par le rayon ici, ce rayon-là. Alors le rayon multiplié par cosinus. Alors ici, on définit ce point P avec ce paramètre-là. Alors ici, on a le paramètre lambda qui définit la courbe. Alors, mais on peut, alors au voisinage de ce point P, on a une fonction, comme on a dit phi, une fonction, qu'on applique à cette coordonnée-là, cette coordonnée-là lambda, pour nous donner les 4 coordonnées. Par exemple, ici, on a vu qu'on a, pour voir par exemple la coordonnée, par exemple x, on a r cosinus lambda. Alors, cette r cosinus lambda, c'est ça la fonction x0. Et pour y, on a r sinus lambda. Alors, là, c'est la fonction, par exemple, x0 pour lambda. Et là, on a la fonction x1, par exemple, pour lambda. On peut l'appeler aussi cette fonction-là, pour appeler y, grand y de lambda. Comme ça. Oui. Alors, ici, on a compris qu'on a les fonctions qu'on applique à lambda pour nous donner les 4 coordonnées dans un ouvert qui est proche de point P pour décrire les coordonnées x0, x1, x2, x3. Alors là, on a défini x, la coordonnée x comme x de lambda, comme je vous ai montré. On a défini y comme y de lambda. Alors, si on dérive cette fonction-là par rapport à lambda, il va nous donner x point. Alors, c'est le vecteur vitesse qui est tangent à la courbe. Alors, ce vecteur vitesse, on va l'utiliser. On va l'utiliser pour décrire le mouvement de la particule. Alors on va continuer, on va considérer un champ scalaire f de R2 vers R. Alors l'accroissement de ce champ-là, de cette fonction scalaire, alors